Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin ici dans ce lieu magnifique qui nous va bien. Coco, ça te vous va bien Philippe? Bonjour à tous et donc merci de nous retrouver ce matin pour cette nouvelle séance des contrepoints de la santé avec Philippe Leduc et Renaud Degas qui seront consacrés évidemment à l'Europe. L'Europe de la santé avant les élections dans quelques jours, des élections européennes. Nous recevons ici ce matin chez Coco les spécialistes de la santé de 5 listes. En réalité, 4 listes. Nous avons les excuses, je vous les adresse très sincèrement, de Madame Essel, qui devait être avec nous pour la liste Envie d'Europe, Place Publique, Parti Socialiste Nouvelle, Donne, Parti Radical de Gauche, voilà, tout est dit, et qui malheureusement ne peut être avec nous ce matin pour de vraies raisons de santé. Nous la regretterons évidemment dans ce lieu donc ici magnifique et rénové, avec Nora Berra, François Deriot, Philippe Juvin et Véronique Trier-Lenoir, et nous vous les présenterons plus précisément avec Philippe dans quelques instants. La santé irrigue en profondeur l'Europe, qu'il s'agisse de la formation, de la recherche et de l'innovation, de la prévention, du numérique, etc., pour lesquels l'Europe peut être une formidable opportunité d'investissement au niveau du continent. Il y a des enjeux transnationaux liés d'abord au rapprochement culturel et géographique des populations européennes, mais il y a aussi évidemment de nouveaux défis et des difficultés, la pollution, le réchauffement climatique, l'information, les grands fléaux, la surveillance, les grands fléaux et leur surveillance, et évidemment les migrations. Voilà. Il y a aussi des remises en cause de la démocratie dans plusieurs des pays européens, nous espérons pas le nôtre, et nous devons donc vous regarder la réalité avec d'ailleurs l'installation parfois de gouvernements assez autoritaires. On va se donc poser la question, doit-on avoir plus d'ambition pour l'Europe de la santé, ou pourrait-on, à l'avenir, faire moins pour la santé en Europe, tels sont les enjeux. Donc vous pouvez nous suivre sur #contrepoint-santé pour les questions et les commentaires. Ce sera Nathalie Rattel de Presse Info Plus qui nous donnera, qui dialoguera avec vous. Et évidemment, nous retrouverons notre ami Odile Pexoto de BVA. Merci à nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité. Le président est avec nous, himself. Et puis MSD, Point Vision. Le président est aussi avec nous. François Pellen, CARE. Voilà, Philippe, la première question. Merci Pascal. Quatre intervenants. Alors on va les présenter succinctement. Nora Berra, qui est en deuxième position, donc vous avez de bonnes chances quand même, de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI. François Deriot, qui est Europe Écologie. Alors vous êtes en position un peu plus loin, hein, on peut le dire, oui. Mais on peut toujours espérer. Philippe Juvin, alors qui est un ex-député européen. Donc ça nous permettra de voir un peu comment ça marche et comment faire la transition entre le passé et l'avenir. Donc les Républicains, et puis Véronique Trier-Lenoir, Renaissance, 17e position, vous aussi, vous y croyez, et vous avez raison sûrement. Donc faut-il plus d'Europe pour la santé? Alors on va, Pascal, aborder très successivement les différents thèmes que Pascal a listés pour qu'on y voit plus clair. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses pour l'Europe et la santé. La formation, la santé publique, la recherche et l'innovation, le médicament et son prix, les principes actifs, l'environnement, l'éthique, la protection sociale. Il y a beaucoup de choses. Mais pour clarifier et structurer le débat, une première question à chacun et chacune d'entre vous en 30 secondes. Quelle est la thématique, la mesure phare qui vous paraît la plus importante en matière de santé et sur laquelle l'Europe a un rôle clé à jouer et que vous défendrez bien évidemment. Donc quel thème et comment vous ferez avancer vos pions? On va commencer par Philippe Juvin, le sortant. C'est un exercice. Alors c'est un exercice compliqué parce qu'il y a des compétences. Moi, j'ai 2 vœux à faire en tant que député sortant. Premièrement, que le débat ne parte pas n'importe comment. Il faut rappeler qu'il y a un cadre juridique
qui encadrent la santé dans l'Union, c'est l'article 6 et l'article 168, ainsi que des compétences transversales, etc. Donc, s'il vous plaît, dans le débat, ne montons pas sur la table en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Il y a un cadre juridique. Et deuxièmement, si j'ai un vœu à faire, après 10 ans au Parlement européen, c'est que les États membres cessent d'avoir un double langage en demandant plus d'Europe de la santé et en faisant moins. Je vous donne 2-3 exemples pour vous dire que les États membres, en réalité, sont les freins à la santé en Europe. Dans la crise Ebola, sur les 28 États membres, il y en a seulement 9 qui ont fait connaître à la Commission européenne les mesures qu'ils avaient prises de protection des voyageurs. Sur les acquisitions de vaccins contre la grippe, il y a une demande de la Commission européenne d'expliquer quelles étaient leurs politiques. Eh bien, il y a en 2016 simplement 5 États membres qui avaient fait connaître, 5 ans après la première demande de la Commission, leur politique. Donc on voit bien qu'il y a une dissociation entre le discours politique des États membres qui disent l'Europe, l'Europe, l'Europe en matière de santé et en réalité et la réalité de ce qu'ils font sur le terrain. Alors qu'est-ce qui vous paraît le plus important à défendre alors ? À tel point que la Commission européenne, dans son livre bleu, a dit qu'il ne fallait pas exclure que la santé pourrait ne plus être traitée au niveau européen si les États membres continuaient à avoir une telle mauvaise volonté. Donc la priorité, c'est de faire en sorte que les États membres se réimpliquent dans les politiques de l'Union. Il y a de bons élèves et de mauvais élèves en général ? Ah oui, c'est toujours les mêmes, bien entendu. Donnez des exemples. Les bons élèves, c'est globalement la France joue toujours son rôle et là remplit les dossiers, etc. Les mauvais élèves, les pays du Nord, les pays du Sud, très constamment imprécis dans leurs demandes. L'Allemagne qui ne répond que s'il y a un intérêt direct, etc., etc. Parce que comme on le verra avec le sondage que nous présentera Odile Peixoto tout à l'heure, les pays du Sud et les pays de l'Est veulent plus d'Europe en matière de santé. C'est ce qu'ils disent, mais en pratique, quand vous prenez les chiffres bruts, vous savez, moi je suis un scientifique, je prends les chiffres bruts et après on fait l'interprétation. Je vous dis aujourd'hui que quand la Commission européenne fait une demande conforme au traité en matière de santé, eh bien, un certain nombre d'États prétendent qu'ils veulent plus d'Europe, mais en réalité ne répondent jamais et ne s'inscrivent pas dans ces politiques publiques. C'est un vrai sujet et on aura beau raconter ce qu'on veut, tant que les États membres ne joueront pas le jeu, le Parlement européen pourra toujours être plein de balbutiements, ça n'avancera pas. D'accord, c'est clair. Est-ce que, Philippe Juvin, dernière question avant la présentation par les autres colistiers, les autres listes, les autres représentants des listes, est-ce que la santé, vous qui êtes à la fois médecin, professeur de médecine, anesthésiste, on vous connaît, maire également d'une ville, mais en tout cas très engagé sur les questions de santé, est-ce que la santé peut suffire pour satisfaire les enjeux que se fixe un député européen, médecin comme vous? Oui, absolument. Je dis, il y a 3 sujets. Bien sûr, c'est très vaste. L'article 6, grand fléau, santé transfrontalière. L'article 168, les compétences partagées sur le medical device, les essais cliniques, etc. J'avais été le rapporteur de ces trucs-là. Et puis après, vous avez toutes les politiques importantes en matière de santé que le Parlement a à traiter. Je ne sais pas, qualification professionnelle, proportionnalité, les data. Les data, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Tant que vous n'aurez pas un régime de data commun, mais la santé en souffrira. Non, il y a de quoi faire quand vous vous intéressez que à la santé et que vous êtes député européen. Il y a largement de quoi faire. Et pas seulement aux commissions de l'environnement, mais dans la commission du marché intérieur, commerce international, etc. Et la formation en particulier. Enfin, on va détailler un peu satisfait ou décourageant? Non, écoutez, moi je quitte le Parlement européen avec beaucoup de nostalgie après parce que c'est un monde qui est un monde ouvert, qui fonctionne et qui est à milieu de l'épaisse couche de poussière de la vie politique française. Donc ça c'est très intéressant. Simplement, ce que je regrette, encore une fois, je me répète, c'est que les États membres ont ce double langage, parfois aussi la France. Faut quand même Merci. Nora Béra, la thématique qui vous paraît la plus importante et que vous pourrez porter et défendre au niveau européen. On se rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre, 2 fois secrétaire d'État à la santé et aux aînés. Absolument. Et un court passage au Parlement européen de 2 ans. Vrai, de 2 ans. Écoutez, la santé, rappelons-le, n'est pas une compétence propre en tant que telle au niveau de l'Union européenne, pour autant, puisqu'elle respecte ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire la responsabilité d'une politique au bon échelon de décision. Pour autant, elle s'engage sur des questions, vous l'avez rappelé, de santé publique, de recherche, d'innovation, des questions environnementales, bien évidemment. Alors, moi, je voudrais me méfier de quelque chose qui risque de se passer, parce que, et Philippe vient de dire un peu globalement comment tout ça fonctionne. Moi, je m'inquiète, parce que la santé, c'est d'abord, au sens OMS, la protection des gens, c'est la qualité de vie. Et quand je vois une menace qui est de faire disparaître
mettre la DG Santé au profit d'une direction générale croissance, où on intégrerait la santé et le médicament, eh bien moi, ça m'inquiète. Pourquoi ? Ça m'inquiète parce que est-ce qu'on doit regarder la santé sous le prisme uniquement économique, financier? Je ne le crois pas. Ce n'est pas qu'une question de dynamique économique, mais c'est une question avant tout de protection. Vous me dites qu'est-ce qu'on doit envisager au niveau européen. D'abord, l'Europe, c'est un concert d'États engagés dans un avenir commun et puis avec une valeur essentielle qui est la solidarité entre les États. Et sur ce plan-là, qui est la solidarité, eh bien, on voit des disparités entre les pays un peu plus riches, qui est les pays de l'ouest de l'Europe, et les pays qui se développent et puis qui élèvent leurs standards, mais qui ne sont pas au niveau des standards de l'Europe de l'Ouest. Et d'ailleurs, il y a un indicateur. J'ai lu une étude qui montrait que sur un score de 1000, les Européens de l'Ouest étaient à peu près à 800, donc très bons élèves, quand l'Europe de l'Est, notamment par exemple la Roumanie, était à 400. Donc ces disparités créent quand même un problème parce que nous sommes dans un espace commun avec une mobilité des personnes et que les citoyens n'ont pas à pâtir de ces disparités, ils doivent être protégés partout. Alors, est-ce qu'on doit... Quel est le thème que vous défendriez alors ? J'y viens. C'est que... selon ce principe de solidarité, nous devons aider les pays qui se développent et qui ne sont pas au niveau des standards de l'Europe de l'Ouest à se doter de bons systèmes. Alors en effet, c'est de la subsidiarité. Pour autant, aujourd'hui, il y a 400 millions d'euros qui sont dédiés à la question de la santé. On doit pouvoir justement consacrer des moyens aussi à une sorte de convergence des protections sociales. Donc c'est énormément basé sur les cotisations sociales, patronales, la protection sociale. On en parle beaucoup dans le cadre du travail détaché. Mais les systèmes de protection sociale doivent essayer de converger pour avoir effectivement des meilleurs standards. Ensuite, je voudrais dire un deuxième point sur le paradoxe finalement de ce principe de subsidiarité. Parce que on dit que les États sont souverains. Néanmoins, cette Europe est régie par évidemment des directives que chaque pays transpose dans son État en droit national. Eh bien, je vais juste prendre un exemple qui est la directive du tabac. Je l'ai votée à l'époque. Je n'étais pas d'accord sur tout, mais bon. Il y a une disposition qui renvoie à 2020 à la suppression des arômes dans les cigarettes. La Belgique a voulu être mieux-disante et elle a voulu arrêter immédiatement l'arôme dans la cigarette. Eh bien, la Commission a sonné la sonnette d'alarme et a interdit, interdit à la Belgique de prendre une disposition pareille. Où est la subsidiarité dans ce cadre-là? L'Europe doit faciliter, ne doit pas être un frein justement à tout ce qui concourt à la protection des gens. Il s'agit de la santé publique et évidemment, ce n'est pas une variable d'ajustement. Pascal. Madame Béra, cette réforme de DG Santé à DG Croissance, qui c'est qui la porte là ? Eh bien, moi, j'ai lu que la Commission européenne avait émis le souhait de voir disparaître une DG Santé Environnement. Et ça, c'est extrêmement dangereux de mon point de vue. Nous sommes ici des médecins. Nous avons à cœur de défendre la bonne santé des gens au sens OMS du terme. Et c'est assez paradoxal de voir que cette thématique forte soit réduite à une question de croissance. Mais qui décidera nous verrons, à terme? Nous verrons. Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est les États membres? La Commission, vous savez que la Commission est le pouvoir exécutif de l'Union européenne, donc elle décide de beaucoup de choses, mais le Parlement est là aussi pour lever les boucliers. Je rappelle en 2013 que le Parlement européen, Philippe, rappelle-toi, avait avait renvoyé, avait empêché en tout cas le budget proposé par l'Union européenne. Ça veut dire que les parlementaires, quand ils sont unis, peuvent aussi faire de la résistance. Et vous nous avez simplement rappelé que le budget santé de l'Europe, c'est autour de 400 millions d'euros, oui, c'est ça ? Mais c'est rien du tout. Et on devrait... Alors attendez, le micro. Allez-y. Pardon, on ne peut pas dire que le budget de la santé, c'est ça en Europe. Non, parce dans les compétences qui lui sont attribuées. Je ne parle pas de... D'abord, il y a des politiques transversales. Ensuite, quand tu prends que la recherche... c'est de l'ordre l'unité de compte, c'est plusieurs milliards d'euros sur le budget 2014-2020. Je parle de la santé publique, je ne parlais pas de recherche. Non, mais on voit bien que on voit bien la difficulté de trouver. On voit bien que la santé est un peu partout. Budget, bien sûr. Ça. Oui, quand on regarde l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, par exemple, oui, c'est des milliards, évidemment. Je ne parlais pas de la recherche, je parlais de la santé publique. Enfin, c'est un bon repère. Des campagnes et de l'éducation. Mais poursuivons notre l'UDI est tour. plutôt proche des Républicains ou proche d'En Marche?
l'UDI et l'UDI. Voilà, bravo. Alors, François Desriaux, vous êtes Europe Écologie. Alors, Europe Écologie, les Verts. s'il vous Europe plaît, oui. Écologie, les Verts. Donc, la thématique ou le thème qui vous paraît le plus important au niveau de l'Europe, là aussi, vous pourrez agir. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est que je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je suis le seul non-médecin. Mais vous êtes un spécialiste de santé et de moi, travail. je suis spécialiste de santé au travail. Comme Je quoi, suis vous voyez, journaliste. On n'est pas sectaire. Voilà, tout à fait. Mais ça illustre aussi peut-être la conception que, et je trouve qu'elle se rapporte bien à l'Europe et à tout ce qui vient de se dire jusqu'à présent, avec lequel j'ai plutôt des accords, c'est le fait que la santé n'est pas réductible à la question de l'accès aux soins et aux soins eux-mêmes. Et que précisément, je pense que les Européens, ils attendent davantage de protection de l'Europe, mais précisément sur des questions qui relèvent de la compétence européenne, c'est principalement la prévention. Alors, est-ce que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les transports que nous prenons ou que nous ne prenons pas, l'alimentation, ce que nous mangeons, est-ce que ça répond en amont, avant les soins, à des objectifs d'une amélioration de la santé publique? À l'évidence, non. Et à l'évidence, si vous regardez la dernière mandature, les 5 ans ont été maillés d'un certain nombre de scandales de santé publique, l'affaire du glyphosate, mais récemment encore, on vient de découvrir, grâce à une ONG qui s'appelle PAN, qui a exigé devant les tribunaux qu'un certain nombre de choses soient mises sur la place publique, notamment sur les études concernant les pesticides, et qu'il l'a obtenu. Et on voit des scandales arriver sur le fait que la Commission européenne a totalement négligé ou pas pris en compte la dangerosité d'un certain nombre de produits pour les autoriser pour la mise sur le marché, qu'il s'agisse de pesticides ou d'autres, qu'il s'agisse par exemple de perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je pense que précisément le Parlement peut contrôler un certain nombre de choses et exiger davantage de transparence. Moi, c'est ça les maîtres mots, si je devais dire. Je vais prendre un exemple concret dans la dernière mandature. Finalement, il y a eu une directive autour des cancers professionnels, qui est un sujet évidemment qui m'intéresse au plus haut point. Cette directive, elle était vraiment faite à minima par la Commission et par le Conseil. Et finalement, le Parlement, et alors là, au-delà des clivages traditionnels que nous, on voit depuis Paris, avec les différents courants politiques et ce qui se passe. On ne peut pas transposer, par exemple, je pense que Philippe Juvin pourra le confirmer, on ne peut pas transposer ce qui se passe au niveau du Parlement français et de l'Assemblée nationale à la façon dont ça se travaille, les textes se travaillent au niveau européen. En un mot, il y a des alliances. Mais il y a davantage de coopération, voilà. C'est beaucoup plus technique, alors c'est peut-être moins spectaculaire pour la presse, dont moi je suis, puisque je suis journaliste de métier, mais il n'empêche qu'il y a un vrai travail parlementaire qui se fait. Un exemple sur cette directive cancer, le président qui présidait la commission au niveau du Parlement, qui est un libéral, il a travaillé, par exemple, pour qu'il y ait des dispositions qui soient prises dans la directive pour protéger des expositions professionnelles aux fumées de diesel. Et il a réussi, contre toute attente. Même les Verts n'y croyaient pas. Donc c'est plus souple, mobile au niveau du Parlement européen. On arrive à faire des choses au niveau du Parlement européen, avec des justement alliances, dans ces questions, sur ces questions de prévention. Et donc, en matière, tout ce que j'ai signalé, que ce soit sur les expositions professionnelles, mais sur l'alimentation, sur l'eau, sur l'air, il y a évidemment un champ énorme de choses à faire, au-delà des budgets de la Commission, et qui permettent d'avoir une vraie régulation et une vraie intervention européenne en amont pour protéger les gens. Oui, protéger les citoyens. Monsieur Desriaux, on comprend, et d'ailleurs, on peut vous suivre sur ces questions-là, chers confrères, journalistes, que la prévention, c'est le sujet, un des sujets centraux pour les écologistes. C'est un des sujets centraux pour les écologistes, mais c'est un des sujets centraux de l'Europe. Oui, c'est un des enjeux de l'Europe. Les citoyens attendent davantage de protection de l'Europe. Ouais. On met souvent en avant la courbure de la banane avec des réglementations ou le camembert ou les crus, etc., qui viennent emmerder, il n'y a pas d'autre terme, les producteurs, etc. Mais l'Europe, c'est aussi, ce que je viens de dire, la protection par rapport à un certain nombre de facteurs de risque, par rapport au glyphosate, par rapport à tout ça. Alors effectivement, on peut dire que ça ne fonctionne pas réellement bien, l'histoire de glyphosate est là. C'est un échec. C'est un échec, mais c'est un échec, mais ce n'est pas définitif. Je pense que, bien sûr, et ça sera l'objet de la prochaine législature européenne, qu'est-ce qu'on va faire avec les pesticides, et pas simplement le glyphosate, il y en a d'autres. Oui, on sait que dans 2 ans, quand même,
le glyphosate Oui, va être mais interdit. Donc on c'est quand même un sait premier que pas a été fait. Au-delà du glyphosate, il y a plein d'autres Il y a le substances, diesel. pesticides, plein d'autres molécules qu'il faut absolument réglementer, interdire. Il faut beaucoup plus de transparence sur la façon dont les décisions sont prises et il faut davantage de contrôle. Juste un mot. Le problème du glyphosate, quand même, faut le dire, c'est le problème de la règle de l'unanimité qui a bloqué effectivement l'avancée sur cette question-là. Alors, Véronique Trier-Lenoir, à vous, la thématique la plus importante que vous porterez au Parlement européen. Véronique Trier-Lenoir, on sait que vous êtes cancérologue, conseillère régionale, et vous êtes donc votre liste, c'est Renaissance, mais c'est En Marche et c'est MoDem, pour être précis. Et les autres partenaires, Agir, Démocrates et les Radicaux. Voilà, donc il fallait le préciser. Merci. Voilà pour la partie politique. Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie infiniment mes collègues d'avoir aussi bien posé le diagnostic pour ce qui concerne la problématique de la santé en Europe. Et en bon médecin que je suis, je vais donc me permettre de proposer une thérapeutique. Je suis en plein accord avec le fait que la prévention est effectivement la priorité de santé, quel que soit le périmètre que l'on considère, qu'il soit national et régalien, qu'il soit mondial et effectivement qu'il soit européen. Cette priorité prévention est du reste largement portée au niveau du gouvernement français par ma collègue Agnès Buzyn. Alors la prévention, c'est quoi? La prévention, c'est la protection contre les facteurs environnementaux délétères à la santé. C'est la lutte contre la pollution de l'air. Nous proposons la sortie des hydrocarbones, nous proposons le remplacement des énergies fossiles, nous proposons la sortie des hydrocarbures en 2050. La santé environnementale, c'est, vous l'avez parfaitement rappelé, l'ensemble des substances toxiques de notre environnement qui nous menacent, sortie du glyphosate, renforcement de la recherche sur les nombreux perturbateurs endocriniens, pas seulement le glyphosate, c'est également, et je vois opportunément mon collègue et ami Olivier Véran qui arrive pour le conforter, la sécurité alimentaire aux frontières de l'espace Schengen. Olivier Véran porte au Parlement national le Nutri-Score. Nous devons protéger les citoyens européens. Plus jamais la viande périmée de Pologne, plus jamais les lasagnes au cheval. Pour cela, nous proposons une force sanitaire européenne qui évaluera de manière experte, indépendante et argumentée l'ensemble des substances toxiques qui nous menacent, au-delà de la seule problématique du glyphosate, qui est un vrai problème, mais qui n'est évidemment pas le seul. Je pense que nous devons vraiment prendre le problème de santé sous cette acceptation absolument globale. Je me suis engagée à défendre des mesures environnementales, des mesures de santé alimentaire, des mesures en matière de transparence et de lutte contre les lobbies. Tous les lobbies, bien évidemment ceux qui viennent souvent en premier lieu à l'esprit, qui sont les grands lobbies de l'industrie du médicament, largement représentés ici, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie du tabac, mais aussi, et peut-être surtout, les grands lobbies d'influence qui sont actuellement puissants. J'ai signé la semaine dernière un engagement comme probable, en tout cas possible, futur eurodéputé, à lutter contre les influenceurs qui ont actuellement comme principal objectif de nier l'immense progrès pour l'humanité qu'a été la vaccination. Nous observons actuellement plus de 40 000 cas de rougeole dans les 6 premiers mois de l'année 2018 en Europe. C'est inacceptable. La France est un des moins beaux élèves dans le domaine et je ne comprends pas que certains eurodéputés continuent à préconiser l'hésitation vaccinale. On va passer en revue les différentes thématiques. Mais est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions, si je puis dire? Parce qu'on l'a vu, le Parlement européen est différent du Parlement national. Il y a des alliances qui constituent. Il y a des groupes qui sont plus transversaux. Quel groupe vous aurez? Alors, est-ce que vous ferez alliance avec Europe Écologie? Alors, en deux mots, nous portons parce que c'est technique, mais actuellement c'est très une important. stratégie de constitution et de renforcement d'un groupe central
qui est ancré sur la dynamique ALDE. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes actuellement en négociation avec un très grand nombre de partis démocrates européens, au sein duquel on trouve nombre de partis qu'on peut considérer comme de droite modérée et républicaine, nombre de partis qui ont des liens forts avec l'écologie et avec la social-démocratie. C'est ce groupe central que nous voulons porter pour soutenir nos projets. Oui, peut-être avoir l'avis de Philippe Juvin à ce moment du débat sur les lobbies. Puisque vous avez eu cette expérience, allez-y. Oui, sur les lobbies, je vais vous dire ce que j'en pense. Juste avant, madame, vous avez proposé une instance de contrôle des événements qui pourraient survenir. Bon, ça existe déjà, ça s'appelle la Commission européenne. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un certain nombre de scandales sont surveillés. La Commission européenne, c'est son rôle. Alors, sur les lobbies... Ils sont surveillés, mais ils arrivent. Non, mais, madame, vous savez, quand vous serez au Parlement européen, vous comprendrez, vous apprendrez que l'Europe ne fonctionne pas aussi bien qu'on voudrait, mais beaucoup mieux qu'on ne le croit habituellement en France, y compris la Commission européenne. Donc, sur les lobbies, je veux dire simplement une chose. Quand j'entends toujours dire on va lutter contre les lobbies, moi, ça m'irrite. Pourquoi ? Quand vous êtes parlementaire européen, vous devez faire la loi. Ce qui différencie d'ailleurs du Parlement français qui, depuis 1958, ne fait pas la loi, mais la subit, puisqu'elle ne fait que voter, l'Assemblée nationale, le texte qui est en général donné par le gouvernement, toute majorité confondue. Au Parlement européen, non seulement le député fait la loi à l'écrit, mais en plus ne dispose pas, contrairement aux sénateurs et à l'Assemblée nationale, d'administrateurs pour l'aider à faire la loi. Donc c'est son bureau lui-même, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons beaucoup de moyens à l'américaine, qui écrit la loi. Et pour écrire la loi, il faut être éclairé. Et moi, en tant que parlementaire européen, que ce soit dans le domaine de la santé comme d'ailleurs, je n'ai cessé, et je vous invite en tant que futur parlementaire européen à faire de même, de voir des lobbies. En permanence, il faut voir des lobbies pour vous éclairer. Des lobbies pour, des lobbies contre, des lobbies qui ne savent pas, des lobbies qui savent. L'important, ce n'est pas de lutter contre les lobbies, c'est d'avoir l'esprit indépendant et l'esprit critique sur le message qu'ils vous délivrent. Mais vous ne pouvez pas faire la loi si d'emblée vous vous dites « moi je ne vois pas de lobby ». Pardon, mais c'est absurde. Les lobbies, moi, ils m'ont aidé dans toutes les lois, y compris pour ne pas faire ce qu'ils me demandaient de faire. Mais parfois, pour faire ce qu'ils me demandaient de faire. C'est indispensable de travailler avec les lobbies. Simplement, il faut que ça soit transparent. Il faut publier. Il faut publier les lobbies que vous voyez. Moi, je suis très favorable à ça. D'ailleurs, c'est une proposition des Verts que j'ai votée au Parlement européen, qui est une proposition intelligente. Mais dire qu'on ne voit pas les lobbies, pardon, ça ne peut pas marcher. Voilà. Alors, Véronique, alors, sur les lobbies, alors. Je ne pense pas avoir dit qu'il ne fallait pas les voir. Du reste, nous allons plus loin, puisque nous proposons que l'ensemble des institutions européennes, lorsqu'elles rencontrent les lobbies, le fassent sur un mode public. J'ai, dans ma carrière médicale, bien évidemment, comme vous, chers confrères, connu la nécessité absolue de rencontrer les lobbies d'influence, quels qu'ils soient. Si j'ai pu dire qu'il fallait lutter, c'est bien évidemment lutter contre leur pouvoir intrusif qui est à l'origine d'un certain nombre de scandales sanitaires. Nous devons nous armer pour avoir des autorités d'expertise indépendantes et transparentes et ne pas nous laisser embarquer dans les lobbies influents, sur les quels qu'ils alors soient. Laura Béra ou François Deriot François Deriot, oui. Allez-y, l'un après l'autre. Oui, non, simplement, mener une guerre contre le Libye, comme dit Philippe, n'a pas de sens, parce qu'en effet, on a l'expérience ici d'avoir légiféré, et moi qui étais rapporteur sur le règlement sur les dispositifs médicaux, il fallait rencontrer les acteurs économiques en charge de l'innovation, en même temps qu'on rencontre les associations de patients, les caisses de sécurité sociale, les autorités de santé nationale. Donc il faut faire l'ensemble des consultations pour dégager un avis éclairé et pragmatique. Après, la question, c'est quelle éthique on s'octroie soi-même. C'est les lobbies, on n'est pas des marionnettes. À un moment donné, je veux dire, on a aussi suffisamment de hauteur de vue et de recul et de compétences, je pense, pour savoir mettre les limites de cet exercice. Bien sûr qu'il faut de la transparence, il faut publier les relations d'intérêt, mais moi je dis que les agences, elles existent. Mais la question des conflits d'intérêts, là, c'est une lutte qu'il faut mener. Ce n'est pas la question des lobbying, c'est les conflits d'intérêts qui sont
pénalisant effectivement pour les dispositions et en particulier à la Commission européenne et dans les directions, parce que c'est dans les directions générales que les choses se passent le plus souvent. François Desrion, Europe Écologie, les Verts. Oui, c'est effectivement une question fondamentale, les lobbies, et je voudrais juste introduire une nuance. Il y a les lobbies qui défendent des intérêts privés, et puis on peut considérer qu'un certain nombre d'associations ou d'ONG défendent l'intérêt général et peuvent aussi constituer des lobbies. D'ailleurs, ils ont des directions d'affaires publiques pour les plus grandes d'entre elles. Moi, je m'enorgueillis d'avoir été à la tête d'un lobby que j'ai créé, qui était l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, et dont le premier acte a été d'essayer de faire interdire l'amiante en France. Et bon, on y est arrivé. Et au passage, quand même, la France peut s'enorgueillir, elle, d'avoir fait échouer une directive européenne d'interdiction de l'amiante 6 ans avant que celle-ci ne soit prise en France. Elle l'a fait échouer, alors que c'était une directive allemande qui devait intervenir au niveau européen, évidemment. Une directive donc, pour soutenir Non, pour interdire l'amiante partout. Oui, et la France avait elle s'y est opposée. C'était en 1991. Voilà. Et oui, Pascal. Et si vous reprenez, puisqu'on a essayé d'avoir les textes, même l'instruction pénale n'a pas réussi, si vous reprenez les textes, vous voyez qu'il y a eu une opposition entre le ministère de l'Industrie et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Industrie reprenant mot pour mot les argumentaires du lobby de l'amiante, qui s'appelait à l'époque le CPA, Comité permanent amiante, et puis le ministère des Affaires étrangères, lui, prenant une position en disant « il faut arrêter de jouer avec le feu, on a quand même… » Bon, et finalement, ça a été tranché. La France a combattu cette directive qui a échoué, de fait, et on a interdit l'amiante 6 ans après. Mais je referme la parenthèse parce que on voit bien que, évidemment, qu'il faut voir tout le monde. Ça, je l'entends. J'entends ce que dit Philippe Juvin ou sur le fait qu'on a besoin, on n'est pas omniscient, on a besoin d'avoir les avis, etc., et de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça me paraît évident. Il faut juste prendre en compte que qui défend les intérêts publics, il faut savoir qui on a affaire, qu'est-ce qu'on fait, et nous, qu'est-ce qu'on fait. Alors, on peut compter, c'est ce que mes deux voisins ont dit, sur l'intégrité de chaque député. Ouais, enfin, dans le lot, il y en a qui le sont, puis d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Sur les conflits d'intérêts, il y a sans arrêt des scandales. Donc, la meilleure façon d'assurer cette absence de conflit d'intérêts, c'est 2 choses. Nous, on propose clairement de créer, à l'image de la haute autorité de la vie publique en France, la HATVP, une haute autorité de la transparence au niveau européen, qui sera chargée justement de vérifier que dans les institutions européennes, dans toutes les institutions européennes, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les autres partis, vous pourriez vous saisir de cette… Et donc ça, c'est une proposition concrète. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, il y ait une transparence absolue. D'ailleurs, ça se passe un peu comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire que chaque rendez-vous, les comptes rendus sont publics. Mais on dit qu'il y a plus de transparence en Europe, au Parlement européen, qu'au Parlement français. C'est vrai ou pas? Probablement. Voilà. Ça, je pense que c'est vrai. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais il n'empêche que la preuve, tous les scandales le font. Le dernier concernant le glyphosate et l'attitude de la Commission européenne sur un sujet qui n'est pas anodin, qui est les perturbateurs endocriniens, où la Commission a minimisé le danger des perturbateurs endocriniens, minimiser les textes qui sont finalement parus et qui les ont amoindris, pour ne pas dire vidés de leur substance. Donc il y a bien un problème de transparence, et donc je pense qu'il faut régler ça, parce que c'est ça qui pervertit l'Europe au niveau de nos concitoyens. Il ne faut pas l'oublier. Tous ces scandales qui sortent sur le glyphosate, sur tout ça, qui sont des scandales européens, je ne parle pas des positions françaises, là je parle bien au niveau européen, c'est ça qui donne une idée de l'Europe qui n'est pas une Europe démocratique, qui n'est pas une Europe qui représente la volonté des gens, des peuples, des citoyens. Et donc c'est bien sur ça et contre ça qu'il faut lutter. Et quel meilleur exemple, exemple, je ne trouve pas d'autre terme, que justement les questions de santé et de protection de la santé. D'accord, on voudrait avec Pascal décliner différents thèmes. Pascal. Un grand projet, celui de la formation, et notamment un projet qui a été, dont le fond et qui est reconnu par l'ensemble des Européens, et notamment des étudiants et enseignants, c'est Erasmus, qui permet la mobilité des étudiants dans tous les pays européens. Est-ce que ça, c'est une mesure qu'il faut développer, aller plus loin? Vous êtes la plupart d'entre vous des enseignants également. Est-ce que ça vous paraît, notamment dans les universités médicales, un objectif que vous pourriez vous fixer? Nora Béra. Essayez de répondre plus rapidement pour qu'on puisse décliner les différents thèmes. Alors, je voudrais quand même dire ce que j'avais envie de dire précédemment. Pour prévenir les conflits d'intérêts, nous proposons, et
à tous les niveaux de décision des institutions européennes. Nous proposons la mise en place d'un comité où siégeraient des gens de la société civile, des parlementaires européens, des acteurs divers pour effectivement évaluer les profils des gens et prévenir les relations d'intérêt qui peuvent exister. Sur la question d'Erasmus, oui, on ne peut que féliciter justement le bénéfice de cette disposition qui permet aux étudiants de la mobilité des étudiants. Eh bien, nous, dans notre projet, nous proposons de l'institutionnaliser à tous les jeunes parce qu'il faut le reconnaître. Aujourd'hui, c'est réservé à quelques élites, des étudiants éclairés qui en bénéficient. Les autres ne savent même pas que ça existe. Donc, il faut démocratiser tout cela et il faut l'institutionnaliser et quelle que soit la filière finalement choisie par le jeune. Alors ici, on est concerné par les questions de santé, bien sûr. Alors nous, on veut aller au-delà, même chez les agriculteurs, on veut le mettre chez les apprentis, on veut le mettre... Mais sur les questions de santé, oui, bien sûr. Pourquoi pas proposer justement à des internes en médecine en fin de cursus d'aller échanger les bonnes pratiques avec des étudiants d'autres pays membres de l'Union européenne. On va peut-être interroger Véronique Trier-Lenoir sur cette question-là. Vous avez un micro. Il y a un micro qui est là. Et sur la qualité des diplômes, si on élargit un peu plus. Oui, concernant Erasmus, qui est effectivement une des plus belles réussites européennes qu'on puisse imaginer, nous donnons des propositions chiffrées, puisque nous proposons effectivement l'extension du dispositif Erasmus sous forme d'un triplement du budget et d'une extension précisément argumentée effectivement aux apprentis et aux lycéens. Plus généralement, concernant le problème des formations, et en pleine cohérence avec la politique gouvernementale française, nous proposons la création d'une vingtaine d'universités européennes qui sont le moyen par le haut d'harmoniser les cursus, d'harmoniser les diplômes et de booster la recherche coopérative européenne par les échanges et les mobilités. 20 universités pour 28 États membres. Oui, ce sont des universités en réseau européenne. D'accord. Ce Donc, sont il y aurait des pas universités sur le mode de ce qui se met en place à Grenoble. Il n'y aurait pas une université au niveau européen, vous dites 20 universités. Ce sont des universités en réseau européen qui agrègent 3, 4, 5, 10, 28 États membres autour d'instances universitaires communes et de réseaux universitaires communs. Alors Philippe Juvin et Nora Béra qui veut intervenir. Allez-y. Alors Philippe Juvin, oui, prenez le micro. Premièrement, la plupart des grandes universités européennes sont déjà en réseau, heureusement d'ailleurs, qu'on n'attend pas les parlementaires européens pour le décider. Ça c'est méchant là. Non mais c'est vrai, écoutez, c'est vrai. Moi, la plupart des étudiants de Paris 5 où j'enseigne font des études à l'étranger, heureusement d'ailleurs. Ça c'est peut-être pas si sûr. Je vous assure, bien sûr. Ils font Erasmus. Les étudiants en médecine font Erasmus. En réseau, elles sont en réseau. Ok, oui, j'avais compris, mais je voilà. Deuxièmement, oui, je suis favorable évidemment à ce que tout le monde bouge, ça va de soi. Troisièmement, il y a quand même la question de la langue, je vous le rappelle. Un des éléments limitants d'Erasmus, c'est aujourd'hui la langue. Et nous ne sommes pas les champions du monde de l'anglais en France. Et ça, les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers, c'est bien de les envoyer à l'étranger, mais c'est bien si dès la maternelle, on leur apprend l'anglais. Accessoirement, je suggère aux électeurs de demander aux futurs députés européens si eux-mêmes parlent l'anglais. Et enfin, dernier point, je suis d'accord avec vous, l'Union doit favoriser les échanges, et les échanges ils doivent se faire au niveau aussi des chercheurs, etc. Et c'est pour ça que la recherche, elle n'est pas française, ça ne veut rien dire. Et la qualité des diplômes, Philippe Juvin. Vous savez qu'il y a on a voté en 2013 la directive sur les qualifications professionnelles, reconnaissance professionnelle. On a fait un saut déjà, on a fait beaucoup de progrès, mais les États membres eux-mêmes ont mis beaucoup de limites. Et je pense que sans cesse le métier on remettra sur le métier ce petit travail, et il faut aller vers plus d'homogénéisation. Dès lors que vous avez le marché unique avec la libre circulation des personnes, des services, vous ne pouvez pas limiter la libre circulation des professionnels, y compris de santé. Moi, je suis pour... je serais favorable, même s'il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne se fera pas au prochain mandat parlementaire, à la rétablissement de la directive qualification professionnelle pour remettre un coup sur de l'homogénéisation. On ne fera pas de l'Europe de la santé si on continue à avoir des infirmiers qui font des choses différentes d'un pays à l'autre. Il y a des marges d'amélioration, on va dire. Voilà. Et sur la recherche. Alors, attendez, sur la recherche, oui, il faut avancer. Parce que sur la recherche, un grand projet pour structurer un peu le débat, qu'est-ce que vous développeriez, recherche-innovation, quel grand projet l'Europe en santé pourrait porter? Écoutez, la on fait un recherche... tour de table rapide.
La recherche, 9 milliards d'euros entre 2014 et 2020, c'est le budget Commission européenne appliqué aux différents programmes de recherche. C'est plus 25% par rapport à la période 2007-2013. Donc il ne faut pas dire que l'Europe ne fait pas. L'Europe fait plus 25% de mandat en mandat. En santé, un grand projet. Écoutez, déjà, vous avez le cancer et la maladie contre le vieillissement, et les maladies contre le vieillissement, c'est évidemment des sujets fondamentaux. Mais ce n'est pas aux politiques de définir, je crois, la priorité. Il faut justement aller voir les lobbies des chercheurs qui vont nous expliquer où sont les sujets. Véronique Trier. Sous Sarkozy, il y avait le plan Alzheimer français, et rapidement, présidence française de l'Union il y a 10 ans, il est devenu, Nora était aux manettes, et il est devenu un plan Alzheimer européen naturellement. Les grands plans de recherche, ils sont forcément européens. Attendez, micro, allez-y alors. Non. Merci beaucoup. Je voudrais juste simplement redire juste un mot pour dire que l'université européenne, c'est pas seulement des étudiants qui font des mobilités d'un pays à l'autre. Ça existe depuis 20 ans. L'université européenne, c'est une entité dans laquelle les étudiants s'inscrivent sur des plateformes européennes et poursuivent ensemble des cursus, des diplômes, des thèses en co-tutelle. Ça va bien au-delà de la simple mobilité. Et ça leur permet de parler anglais. S'agissant de la recherche... Un grand projet, simplement, très rapidement. Les maladies rares, au sein desquelles actuellement les cancers pédiatriques sont un véritable scandale sanitaire. 6 000 enfants par an meurent en Europe d'un cancer pédiatrique. Nous devons inciter très fortement, financer. Les politiques ont pour moi, chers collègues, un rôle majeur à jouer dans la priorisation des politiques de santé. Les chercheurs sont à même d'identifier les grandes problématiques, mais les politiques doivent aider. Les cancers pédiatriques et les maladies rares sont des domaines dans lesquels il est difficile, et on le comprend très bien, de mobiliser les industriels parce que ce sont des niches. La force politique doit inciter à traiter la problématique. François Desriot, un grand projet. Oui. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le plan cancer. Un mot. Évidemment que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Je pense qu'il faut renforcer la coopération entre les États au niveau de la recherche. Ça me paraît excessivement important. Après, je crois qu'il y a un autre aspect qui sont plus des recherches techniques ou socio-techniques sur lesquelles il faut développer. Si on veut justement améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et donc supprimer un certain nombre de molécules, il va falloir très vite qu'il y ait des recherches pour savoir comment les remplacer, comment travailler. On ne peut pas simplement dire on interdit, parce que, prenons le cas, on interdit le glyphosate. Si c'est pour remplacer par une molécule qui ne s'appellera pas glyphosate, mais qui aura des capacités, des vertus peut-être efficaces contre un certain nombre d'herbes ou de champignons ou autres saloperies dans les cultures, mais qui vont avoir un effet simplement qui sera connu que dans 5 ou 10 ans, des phases sur la santé, on voit bien que ça ne va pas le faire. Ce n'est pas ça qu'il faut. Et donc, pour trouver des alternatives, pour trouver des alternatives aux tout pesticides, pour trouver des alternatives à d'autres polluants, etc., il va bien falloir développer des recherches plus socio-techniques, plus techniques, pour justement faciliter cette transition. Nora Béra, Alors, un mot. Comme les autres. D'accord, alors comme les autres. Sur la question des plans de recherche, on voit bien en effet les limites de ce qu'un pays isolé, seul, peut faire sur la question de l'innovation en santé. Et évidemment, il faut mutualiser, d'où effectivement ces grandes impulsions transversales. Alors bien sûr, le plan Alzheimer français a servi de modèle à l'échelle européenne, donc on peut se réjouir que la France est aux avant-postes. De la même manière, le plan maladies rares français, que j'ai lancé aussi en 2011, a inspiré aussi les autres États et même l'Union européenne à mettre en place des plateformes justement d'éducation et de promotion et d'information surtout. Alors, quoi finalement prévoir pour l'avenir ? Parce que il y a des choses qui arrivent, et je pense par exemple au numérique. On voit que Google investit 15 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Les États isolés, tout confondu au sein de l'Union européenne, c'est 8 milliards d'euros. C'est 2 fois moins qu'une seule entreprise privée. Donc je pense qu'il faut s'approprier cette question-là, lancer des grands investissements. J'observe que la Commission envisage d'ici à plusieurs années 20 milliards d'euros, pas qu'uniquement dans la santé, mais en tout cas, la santé fera partie de ça. Et c'est vrai parce qu'on pourra mieux diagnostiquer, rendre les maladies beaucoup plus prédictibles. Il y a un avantage énorme. Après, il faut faire attention justement à la blockchain, c'est-à-dire les méthodes utilisées justement pour les données.
personnelles, comment sécuriser, comment effectivement aborder de façon éthique la question du stockage de ces informations. L'autre champ, parce que ça c'est l'avenir, mais c'est aussi maintenant qu'il faut le faire, l'autre champ, moi, qui me préoccupe, là c'est une préoccupation personnelle comme médecin, c'est l'antibiorésistance. Là, c'est un véritable fléau. Il y a une sorte de laxité de la vaccination, de façon, parce que la vaccination n'est pas partout obligatoire, malheureusement. Et il y a tout à l'heure, Véronique parlait de la rougeole. Il y a aussi la coqueluche. On a eu vous avez vu que d'ailleurs la ministre italienne, je crois ministre, revient sur la vaccination elle-même à titre personnel. Alors c'est ça le problème. Et à côté de ça, on voit des maladies parce qu'on a utilisé trop d'antibiotiques, des maladies qu'on ne peut pas traiter. Et ça, c'est un champ qu'il faut pardon. C'est pas le sujet de la vaccination. Non, ce n'est pas le sujet. Je parle de l'infectiologie en général. Il y a un problème de couverture vaccinale parce que ce n'est pas obligatoire. Et on a des épidémies qui seront en recrudescence. Ne parlons que, par exemple, la tuberculose. La tuberculose, là, il y a des traitements. Et on a des antibiorésistances. Donc, il faut absolument investir ce champ. En tout cas, c'est un sujet. On va interroger... Alors, sondage, les Européens... Odile Pexotto et puis Nathalie Rattel de Presse Info Plus qui posera une question. Alors, on est un petit peu inquiet quand on vous entend et finalement, on compte sur vous tous, quel que soit votre bord, si vous êtes élus, pour faire en sorte que la santé ne soit pas absorbée par une direction croissance, parce que ça respire l'ancien monde quand même vraiment très fort. Et au contraire, ça je peux le dire au nom des citoyens européens quasiment, la santé, ce n'est pas des marchés, c'est certes des marchés, mais c'est avant tout une valeur. C'est une clé d'entrée pour les sujets de société, c'est une clé d'entrée pour les sujets de consommation. Donc vraiment, il faut la mettre en majesté, cette santé. Qu'est-ce que donnent et sur l'axe préventif. Des donc sondages. Là, au niveau du sondage, il ne s'agit pas pour une fois d'un sondage BVA, donc je vais quand même rendre la pièce à mes camarades et confrères Harris Interactive, mais ils ont fait un sondage très intéressant pour la mutualité française auprès d'Européens. Donc dans 7 pays, il y a la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie, le Portugal, la Pologne et la Grèce. Donc un échantillon très, très large. Tout d'abord, les Européens s'estiment bien protégés par leur système de santé national à 67%. Alors évidemment, il y a des disparités très fortes entre la France, qui est à 85%, les Français s'estiment les mieux protégés en Europe. Alors, il y a les Allemands, 83, les Suédois aussi, pas mal, 73. Après l'Italie et le Portugal, c'est 57, 56. Puis la Pologne, 35. Et le mouton noir, les pauvres, c'est les Grecs à 27% seulement. Alors, est-ce qu'ils ont confiance dans l'avenir de leur système de santé ? Là, le niveau de confiance diminue. On est à 51%. Et là, ce n'est pas les Français qui sont en tête. Il n'y a que 55% des Français qui ont foi en l'avenir de leur système. Les meilleurs sont les Suédois à 62% et les Grecs à 20% seulement. On leur posait la question, qui doit régir le système de santé ? Est-ce que ça doit être chaque État, comme c'est le cas actuellement, ou est-ce que ça devrait être plutôt l'Europe ? Et là, effectivement, en toute logique, les pays qui s'estiment bien dans leur système, enfin, les Européens qui sont très satisfaits de leur système de santé, comme la France, l'Allemagne ou la Suède, disent c'est plutôt aux États, donc eux, ils veulent garder ce qu'ils ont. Mais par contre, on a tous les pays qui s'estiment aujourd'hui mal servis par leur pays, qui voudraient plus d'Europe au niveau des directives. Donc il y a vraiment cette notion, ils aspirent à avoir une harmonisation des droits sociaux. Ça a été évoqué effectivement, comment faire une Europe si... voilà, ça paraît logique. Et également des directives. On peut souligner le RGPD qui, quand il s'est mis en place, a été très décrié en disant oui, on va perdre on va prendre du retard par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis sur l'IA, sur des projets de recherche, etc. Mais il faut quand même rendre au RGPD sa vertu. Il y a quand même aujourd'hui, je vais parler de la collecte des données de santé, il y a quand même une crainte des concitoyens. Ça, c'est assez homogène d'un pays à l'autre. Il y a 67% des gens qui s'inquiètent sur cette utilisation possible des données de santé. Donc, le RGPD rassure quand même. Et donc, c'est un sésame pour que les gens ne s'érigent pas et soient plutôt en confiance pour donner leurs données, utiliser les applis, etc. Donc, c'est une espèce de garde-fou utile, en sachant que les Européens, finalement, à 88%, savent que ces données de santé vont s'accroître, que c'est à 75% dans l'intérêt du parcours de soins, de la qualité des soins. Et aujourd'hui, par contre, effectivement, ils ne sont que 54% à juger que c'est suffisamment encadré. Donc le RGPD a toute sa place. Merci. Voilà. Et c'est un règlement européen, rappelons-le, de protection des données. Pascal,
Nathalie Rattel. On passe en vue de... Allez-y alors. Oui, alors peut-être juste un petit point. Effectivement, plusieurs interrogations sont arrivées sur Twitter. Je vais peut-être en sélectionner juste une. C'est au sujet de la régulation. Effectivement, donc, qui doit réguler l'offre de soins en France? Est-ce que l'Europe devrait avoir son mot à dire? C'est une question qui a été posée. Et en résumé, si la santé est aujourd'hui un sujet souverain pour les États membres, cela doit-il changer? Et si oui, selon quel modèle? Bonne question. Alors, tour de générale. table rapide. Alors, Philippe Juvin, Peut-être Nora Philippe Béral, Juvin. premier qui prend le micro. Allez-y. Premièrement, sur la disparition de la DG Santé dont vous avez parlé les uns et les autres, c'est une information qui est donnée par des mutualistes belges, repris par le journal Le Temps, mais qui a été immédiatement affirmée par la Commission, le Parlement, tout le monde. Donc, oubliez cette affaire, c'est une fake news. On peut être rassuré. Oui, absolument, il n'y a vraiment aucun sujet. Alors, sur la question de la santé, c'est intéressant de noter, dans ce que vous avez dit, que les gens disent, nous, on veut que le système de santé reste national, et d'ailleurs, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, puisque le traité ne le prévoit pas. Mais disent, mais on veut que la protection sociale soit la même, d'un pays à l'autre. Vous voyez, il y a une sorte de contradiction majeure, quand même. Mais là, de toute façon, le sujet n'est pas posé non plus, parce que la protection sociale reste nationale. Un des sujets de l'Union, je crois, qui n'est pas dans les traités, c'est que ça nous permet de nous comparer. Et je vous invite à regarder le dernier rapport. Chaque année, il y a le Euro Ranking Health, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a Euro Health Ranking. Oui, on suit ça très très près avec Pascal. Qui est remarquablement bien fait chaque année. Et ben, malheureusement, cette année, la France sort des 10 premiers. Et donc, avant de dire on veut homogénéiser les trucs et les machins, je vous rappelle que la politique nationale de santé, elle est nationale, et l'Union a des compétences qui sont les compétences que j'ai rappelées en début de topo. Donc, D'accord. ne nous berçons pas de débats qui n'ont pas lieu. Je vous rappelle qu'il y a une différence entre le revenu minimum de 1 800 euros, le SMIC luxembourgeois est à 1 800 euros, et en Bulgarie, on est à 350. Donc, les différences sont telles que... Tout le monde est d'accord. On va aborder le problème du médicament et de l'éthique très rapidement. Donc, sur la régulation, un mot. Juste un mot pour dire que nous étions promis de ne pas parler de sujets régaliens, donc il n'est pas légitime dans ce débat d'aborder la question de l'offre de soins. Néanmoins, concernant celle de la protection sociale, bien sûr, c'est également une prérogative régalienne, mais nous portons, une proposition d'aller plus loin concernant la directive sur les travailleurs détachés, qui parle bien de protection sociale, puisqu'après l'obtention de à travail égal, salaire égal, nous voulons aller vers à travail égal, coût pour l'employeur égal, et nous voulons une harmonisation de la protection sociale chez les travailleurs détachés. Comment vous allez faire quand moi, je trouve que c'est très vertueux ce que vous proposez, je suis assez d'accord. Accessoirement, ce n'est pas dans la directive travailleurs détachés, c'est dans une autre directive. Non, c'est la directive sécurité sociale, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Qu'importe, allez-y. Aujourd'hui, je le répète, le salaire minimum, enfin le SMIC, l'équivalent du SMIC en Bulgarie, on est de l'ordre de 350-380 euros, et en Luxembourg, 1600-1700. En pratique, comment on fait ? Alors, Véronique. La réponse n'est pas binaire, mais comme vous le savez également, Nathalie Loiseau porte le projet d'un SMIC par pays, l'obligation d'avoir un salaire minimum par pays, qui ne sera évidemment pas le même au Luxembourg et en Bulgarie, mais qui permettra d'aller vers une meilleure, en tout cas vers un salaire minimum décent dans l'ensemble des pays européens. Ça n'est pas une réponse binaire à votre question. Nora Béral, un mot. Non, mais ça reste une réponse floue, Véronique. Comment parler d'un SMIC européen quand il est instauré dans 22 pays de l'Union européenne, donc il existe. C'est pas la question. Après, la question du travail égal, salaire égal, très bien, mais il faut aussi les protections qui vont avec. Vous ne répondez pas comment vous voulez faire au sein de votre liste. Nous, on dit comment on va faire. La question, et ça peut-être répond à ce que tu disais, Philippe, la question c'est quel est le ratio entre ce que quelqu'un touche et le montant de la rémunération, en fait. C'est le ratio entre la rémunération, en tout cas entre les cotisations patronales et salariales et ce qu'il touche. C'est comment on harmonise ces ratios-là, en vérité, qui garantirait effectivement une protection des salariés. On parlait tout à l'heure de la question
de la numérisation des données. Il y a quelque chose qui se développe, et on n'en a pas encore parlé, c'est la santé numérique. La santé numérique qui se développe, mais vraiment, il y a énormément de solutions numériques et de stockage de données. En effet, il est impératif de pouvoir réguler. Alors, la régulation des données, c'est une chose, et de protéger effectivement ces données-là, mais il y a autre chose qui se joue. Parce que des offres, effectivement, de santé sortent du parcours de soins des patients. Et ça, c'est dangereux pour la sécurité des patients, dans le suivi, justement, de leur pathologie. On voit qu'on a de plus en plus de pathologies chroniques avec le vieillissement de la population. Et les gens sont très friands, effectivement, d'applications, d'outils qui facilitent effectivement les prises en charge. Mais il faut absolument mettre en place des principes éthiques et déontologiques dans ce champ-là. Pour l'instant, il y a plutôt une dérégulation. Le parcours de soins des patients. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de. Alors, le travail, c'est votre métier, j'allais dire. Je voulais revenir sur ce qui avait été dit. En un mot, pour qu'on parle de médicaments travailleurs et détachés. éthique, oui. Moi, je pense qu'il faut, et les Verts, on pense qu'il faut revoir cette directive sur les travailleurs détachés. Je fais faire un peu de pub sur le journal dont je m'occupe, qui est un journal mutualiste qui s'appelle Santé et Travail, qui est fait par la Mutualité française. C'est donc mon employeur. Je fais écho au sondage dont parlait Madame tout à l'heure à l'occasion de la consultation. On a fait pas d'excès de lobbying. Hein. Pas du lobbying, c'était vraiment pour défendre le sondage. Tout à fait. Donc, moi, j'ai fait une enquête, on a fait une enquête, justement, sur les accidents du travail des travailleurs détachés en France. Essayez d'interroger en France le ministère du Travail pour savoir combien il y a d'accidents du travail chez les travailleurs détachés. Alors, on supputait qu'il y en avait plus parce qu'on avait des témoignages d'inspecteurs du travail, parce que, en théorie, les accidents du travail, évidemment, qui ne doivent pas être pris en charge par la sécurité sociale française, mais ils doivent quand même être déclarés à l'inspection du travail. Évidemment, ils ne sont pas déclarés. Ils ne sont déclarés que quand il s'agit d'accidents mortels ou très graves, où les pompiers sont obligés d'intervenir. Qui dit les pompiers dit la police ou la gendarmerie. Et à ce moment-là, effectivement, l'inspection du travail en a connaissance. Mais ce n'est pas centralisé. On a essayé d'interroger la DGT, on n'a pas eu de réponse, etc. Et bien évidemment, cette question-là va dégrader les conditions de travail aussi des travailleurs français. Parce que pour pouvoir concurrencer, challenger, benchmarker les travailleurs venus d'ailleurs moins bien payés et plus exploités, eh bien, évidemment, ça va dégrader leurs propres conditions de travail. Donc, évidemment qu'il faut renforcer, c'est ce qu'attendent les citoyens, la protection vis-à-vis de ces errements, de ces exagérations du modèle libéral. Et par exemple, nous, qu'est-ce qu'on dit? 2 choses. Alors oui, la protection sociale, c'est de la compétence des États, mais il y a un socle européen des droits sociaux. On peut tout à fait renforcer à l'intérieur du socle européen des droits sociaux des aspects relatifs à la santé, à l'accès aux soins, aux déserts médicaux. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre. Et deuxièmement, il faut absolument créer, j'arrêterai là, une agence européenne du travail, donc une agence d'inspection du travail européen, pour aller contrôler au minimum que les directives qui sont votées à Bruxelles sont effectivement appliquées. Et pour maintenant que les Anglais, que nos amis anglais sont partis, vous croyez que ce sera plus facile, peut-être? Plus facile, j'en sais rien, parce que de toute façon, il n'y a pas que les Anglais qui, évidemment, tirent vers le bas un certain nombre de dispositions, notamment relatives au travail. Donc ça va être probablement un combat. Mais encore une fois, ne transposons pas notre modèle franco-français de prise de décision politique au modèle européen, parce qu'on voit des majorités qui peuvent se créer sur un certain nombre de sujets qu'on n'aurait pas imaginés en France. Il nous reste deux questions, 2 minutes de questions. Sur le médicament, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il faut aller plus loin sur la pharmacologie, AME, voilà. GPA, attendez. Sur le médicament, est-ce qu'il faut aller... Mais vous êtes doué, vous êtes doué. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin sur le prix, sur le... Philippe Juvin, prenez un micro, ce sera mieux. Sur le médicament, on a eu le règlement sur les essais cliniques qu'on a voté il y a quand même 2 ans. C'est illusoire de penser que durant cette législation, il y aura un nouveau règlement sur les essais cliniques. Voilà. Et sur la pharmacovigilance, sur le prix? Sur la pharmacovigilance, quand vous regardez la base euro, machin, truc de récupération des effets secondaires, on observe que durant les 4 dernières années,
dernières années, pardon, bien sûr, il y a eu plus 23% de signalements. Ça montre que l'Europe, c'est pas terrible, sauf que ça marche pas si mal finalement, vous voyez. Donc, ça marche. Véronique Trier-Valeur, sur le prix, vous êtes pour un prix européen ? Enfin non, sûrement pas. Je pense qu'en matière d'harmonisation, nous avons des progrès à faire. Les prix sont actuellement négociés, comme vous le savez, après une autorisation de mise sur le marché européenne. Les prix sont actuellement développés de manière bilatérale entre les industriels de la santé et les États membres. Il me semble qu'en matière d'harmonisation, nous pourrions faire mieux avec des consortiums qui ne seraient pas forcément de 28 États membres, mais qui pourraient se faire à 4, 5 ou 6 États membres. Nul n'ignore dans cette salle que le prix du médicament est actuellement une problématique majeure en France et dans les autres pays d'Europe. J'espère bien, moi, non, c'est pas en France que les prix sont plus élevés. Non. Alors, sur l'éthique, vous voulez dire quelque chose sur le médicament ? Allez-y. Oui. Non, mais ça dépend, si vous voulez, allez-y. Sur le médicament, oui, alors il y a des législations qui sont passées. La fixation des prix reste une compétence de notre État qui passe quand même par 4 étapes pilotées par la Haute Autorité de Santé et le Comité économique des produits de santé. Donc ça, c'est très bien régulé dans notre pays. La question que je voulais quand même pointer, c'est la question des ruptures de stock. Parce que ça, ce sont nos patients qui sont privés de soins quand l'approvisionnement n'est pas assuré. Premier constat, parce qu'il y a une forte demande. En effet, il y a une demande accrue parce qu'il y a des puissances, des États-continents qui, aujourd'hui, renforcent leur système de protection sociale et donc acquièrent aussi des stocks de médicaments. Donc ça baisse les stocks pour les États. Nous sommes juste la moitié, notre demande européenne elle a été à la moitié du marché, par exemple, américain. Donc, ça veut bien dire qu'il faut qu'on puisse être autonome sur cette question-là. Donc, les principes actifs, on le sait, sont produits dans des pays hors de l'Union européenne. 80% en Chine et en Inde. Absolument. Et hier, s'est tenue aux Invalides une réunion sur la souveraineté en cette matière. Est-ce que vous êtes pour que l'Europe organise le rapatriement? C'est ce que j'allais dire. Non seulement on rapatrie des sites de production sur le territoire européen, on lance des gros investissements pour faire émerger notre propre filière industrielle. Aujourd'hui, il y a une entreprise française parmi les géants mondiaux, c'est Sanofi. Donc on peut dire cocorico, mais il faut aussi aller plus loin sur la délivrance. Ensuite, il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau européen, c'est de partager l'information sur les stocks disponibles à l'échelle européenne. Je pense que ça, c'est important. Savoir à chaque moment l'état de disponibilité des médicaments, ce qui permettrait d'anticiper les ruptures. L'industrie le fait, dit-elle. L'industrie, non, mais il faut aller plus loin parce qu'on a eu des ruptures. Mais tu as raison, on aura, sauf qu'en pratique, je me répète, je prends l'exemple du vaccin sur la grippe, j'ai ce chiffre en tête. Quand la Commission a demandé aux États de donner l'état de leur stock, il y a 5 États sur 28 qui ont répondu. C'est ça le sujet, c'est que les États ne répondent pas. Ça veut dire qu'on a un chantier devant nous. Ah oui, ça oui, il faut qu'on travaille. Et après, on va conclure. Deux idées très vite sur la question du médicament, même si c'est effectivement des compétences nationales. Je pense qu'il faut un contrôle du Parlement sur le financement des recherches publiques pour développer un certain nombre de molécules. Il y a une agence européenne du médicament, quand même. Oui, d'accord, mais quel Parlement, est-ce qu'il a un regard sur justement ces aides publiques que l'on donne? Et ça doit rentrer dans la question du contrôle des prix et favoriser aussi les associations d'usagers et leur pouvoir de transparence sur ces questions. Il nous faut conclure. Donc, d'un mot, au niveau éthique, de quoi l'Europe doit-elle être porteuse? La GPA, la Républicaine, c'est représenté par Philippe Juvin. Allez-y, un mot pour conclure. Non, mais au niveau éthique, l'Europe porte des valeurs, charte des droits fondamentaux. Dans le domaine de la santé, on va dire. Oui, bien sûr, dans le domaine de la santé. Par exemple, il y a, prenons l'exemple de ce qu'on appelle les droits génésiques, droit à l'avortement, qui fait l'objet au Parlement européen à chaque session à Strasbourg de vote. Nora s'en souvient. Il y a une commission du droit des femmes et de l'égalité des genres,
où le Parlement réaffirme ses valeurs. Voilà. Donc très régulièrement, nous devons réaffirmer les droits de santé, les droits génésiques. La marchandisation du corps, est-ce que vous pensez que ça doit être interdit ? Je pense que la marchandisation du corps, d'accord, c'est pas moi qui le pense, le corps n'est pas un objet. Donc c'est le Code civil qui dit ça, donc c'est pas Philippe Juvin. Mais au niveau européen, la GPA peut être autorisée dans certains pays. Elle peut être utilisée, elle peut être autorisée, absolument. C'est une compétence nationale. J'avoue que c'est un sujet qui ouvre des abîmes de discussion, et c'est sûrement pas en 30 secondes que je vais le régler. Mais je vous rappelle aussi, dans les débats européens, ce qui est toujours un peu gênant, c'est qu'on essaye, à travers le débat européen, de régler des problèmes qu'en France, on n'arrive pas à régler, en disant l'Europe, on va en parler. La GPA, la PMA sont des sujets nationaux. C'est à nous de trouver une solution. Et la solution française, c'est pas dans l'Union que ça marchera. Merci. Véronique Triet-Lenoir. Je suis en phase avec ce qu'a dit M. Juvin concernant le caractère régalien des dispositions sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui. Il me semble que la compétence de l'Europe se situe au niveau de la prise de conscience des disparités entre les États. Il y a actuellement des enfants nés de parents français qui sont mis au monde par GPA en Espagne. Et il me semble que nous avons collectivement le devoir de faire en sorte que ces citoyens européens disposent d'un état civil et d'un statut social au moins identique aux autres enfants. En dehors de cela, il me semble que ça n'est pas actuellement de la compétence de l'Europe que de régler l'éthique de la PMA-GPA. François Leriot, éthique. Bon, et peut-être la santé des migrants, ce qui serait également un sujet que l'on aurait pu aborder et qui restera moi, je voulais abordé aujourd'hui. Bon, nous, on est favorable évidemment à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, quel que soit leur statut. Ça, c'est pas nouveau. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à la mise en place d'une, alors je ne sais pas comment l'appeler, sécurité socio-environnementale ou sécurité sociale environnementale, qui serait financée par des taxes sur les produits polluants pour assurer, pour les gens qui en sont victimes, un minimum de compensation des préjudices qu'ils subissent ou qu'ils ont subis. Ça paraît, à la fois, ça a deux vertus. D'abord, ça évite que des gens soient laissés sur le bord du chemin face à des problèmes graves. Aujourd'hui, quand vous trouvez de l'amiante dans votre maison, vous êtes bien emmerdé s'il faut, passez-moi l'expression, embêter, désamianter, etc. Parce que c'est sur vous que ça va reposer. Hein. C'est pas bon. Or, il y a des gens qui ont mis de l'amiante là, probablement en sachant ça. Donc, il y a besoin de réguler davantage ça. Et ça aussi, une mesure financière qui va inciter les polluants à diminuer la pollution. D'accord. Nora Béra, conclusion. Et peut-être sur la santé des migrants. Je sais que vous avez suivi ces questions-là. Comment améliorer aujourd'hui dans certains pays européens les migrations sont contestées et la santé des migrants l'est aussi. Nora Béra, peut-être. Alors, d'abord un point sur la question éthique. En effet, il y a des disparités et on ne va pas ingérer dans chaque État pour imposer un point de vue quand on ne règle pas soi-même la chose chez soi. Oui, les débats arrivent régulièrement au Parlement européen. Moi, je m'inquiète parfois de certaines prises de position qui tentent, qui n'en mettent pas, mais qui tentent de remettre en question les questions d'avortement et les questions comme aux États-Unis aujourd'hui, de droits pour les femmes. Et ça, c'est absolument inquiétant. Moi, quand j'entends Mme Loiseau dire « je suis pour la gestation pour autrui », ça m'inquiète parce que... la PMA. Non, elle a dit la GPA. Elle a dit la GPA. Elle a dit qu'à titre personnel. Donc, nous en tout cas, peu importe. De suite. Mais quand on est au Parlement européen, il est très facile de trouver des échos justement à ses propres convictions personnelles. Et parfois, ça crée quelque chose, un effet de sentiment de puissance et de pouvoir imposer quelque chose. Et moi, je dis attention à cela. Alors, sur la question des migrants, bien sûr que la question... Quand j'entends le débat national proposer la fin de l'aide médicale d'État, je trouve absolument regrettable. Moi qui ai traité des malades du sida pendant une vingtaine d'années à Lyon, je n'ai pas demandé la carte de séjour aux patients. On reçoit les patients, on les traite. Et quand il s'est agi d'une circulaire du ministère de l'Intérieur qui renvoyait les migrants sans papier dans leur pays, je me suis débattue ici au ministère
pour que la décision de renvoi ne soit pas uniquement sous l'autorité des préfets, mais que les médecins des agences régionales de santé aient un mot à dire sur la disponibilité ou pas des médicaments dans les pays d'origine, car s'ils n'étaient pas disponibles, c'était une condamnation à mort. Je me souviens de ces débats. Donc le médecin de santé publique anciennement de l'infection à VIH ne peut que effectivement réaffirmer notre devoir de protéger les peuples indépendamment de leur statut juridique. Merci mesdames, merci messieurs. Donc il faut voter. Vous êtes d'accord? Il faut voter le 26. Merci Pascal, merci Renaud et sa collaboratrice. Merci aux équipes, François Millet, Emmanuel Tay, à Ortus, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé. Merci à nos partenaires aussi, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision Équerre. Merci Pascal. Et le prochain rendez-vous en juin ou juillet sera avec Nicolas Revel. Voilà. Et je voudrais, Philippe, comme il est de coutume de le faire ici, citer ce petit livre de Héry Deluca. Je sais que Véronique Trier-Lenoir l'aime bien, qui n'est pas un grand amateur d'Europe ou de plus d'Europe, mais c'est un grand écrivain et il dit « Je crois qu'il faut que les citoyennetés variées que nous avons en Europe nous permettent de renforcer, je paraphrase, la fraternité ». Je vous invite également, Philippe, permets-moi de faire un petit lobbying également. Le 23 mai, dans quelques jours, un grand débat avec Sciences Po, la conférence des doyens et beaucoup d'étudiants sur l'Europe et la formation. Vous êtes tous invités à Sciences Po, amphithéâtre Boutmy. On a été content de vous recevoir. Merci d'être venu. Bonne chance à chacun et chacune, même à vous, Philippe Juvin, bon travail pour la suite. Bon travail.